Me voici à Blois, préfecture du Loir-et-Cher, où je vais entamer un circuit de 4,5 km. Je suis sur la rive sud de la Loire, donc la rive gauche, et la ville est essentiellement établie pour sa partie historique sur la rive droite. Voici la cathédrale. Le joyau de la ville est le château de Blois, où ont résidé de nombreux rois et reines de France. Je me suis garé donc sur la rive sud. Là-bas, l'église Saint-Nicolas. Je gagne le pont Jacques-Gabriel pour aller voir cette ville magnifique, habitée par à peu près 46 000 Blésois. C'est ainsi qu'on appelle les habitants de Blois. La cathédrale est la cathédrale Saint-Louis. La vieille ville de Blois s'organise en de multiples ruelles escarpées que nous allons explorer. Ce film n'a pas la prétention d'être exhaustif. En effet, il y a tant de curiosités à Blois que si je voulais les voir toutes en détail, il me faudrait peut-être 2 jours. Je vais quand même faire de mon mieux pour que vous saisissiez malgré tout la beauté de cette ville. Il y a rive sud des immeubles modernes qui me laissent songeur. Peut-être que, comme Tours, Blois a subi des bombardements en juin 1940. En mai 1997, avec feu mon père, j'avais fait une escapade dans le Val-de-Loire. Et Blois comptait parmi les villes que nous avions visitées. Bon, le film est très vintage. Vous le trouverez sur ma chaîne YouTube, mais dois-je vous le recommander ? C'est à vous de juger. Donc je vais essayer de faire mieux. La Loire est plutôt réputée pour un débit faible et des bancs de sable. Mais ici, en ce moment, le débit est quand même assez important. C'est sans doute la fonte des neiges, nous sommes au printemps. Donc, empruntons le pont Jacques-Gabriel et gagnons la rive droite. Pour information, le pont date de 1724. La cathédrale Saint-Louis est bien massive. À la moitié du pont, il y a une plaque de marbre qui explique que le pont a été commencé en 1717 et donc inauguré en 1724. Il y avait un premier pont. Ici aussi des bâtiments qui n'ont rien à voir, semble-t-il, avec la Renaissance. La Loire, comme vous le savez, est le plus long fleuve entièrement français. Plus de 1000 km. Et elle prend sa source au mont Gerbier de Jonc, en Ardèche.
La Loire se jette dans l'Atlantique entre Saint-Nazaire et Paimboeuf, en aval de Nantes. La place de la Résistance est en arc de cercle. S'en détache la rue Émile-Laurence que nous empruntons. On se dirige vers la place Louis XII. Oui, là, ce n'est pas la vieille ville. Rue du Commerce, perpendiculaire à la rue Émile-Laurence. La place où j'arrive est plantée de tilleuls qui sont heureusement parfumés en juin. De la place Louis XII, on a une vue sur l'église Saint-Nicolas. Du gothique ici. En fait, de tilleuls, il y en a un, mais les autres sont des platanes. Place Louis XII. Vous savez qu'il avait gagné le surnom de père du peuple. Je poursuis par la rue Anne de Bretagne, qui du reste était l'épouse de Louis XII. Elle fut d'ailleurs 2 fois reine de France. Vous allez me dire en sursautant, mais comment ça 2 fois reine de France? Eh bien, tout simplement parce qu'elle avait épousé 2 rois de France successivement. Elle avait tout d'abord épousé le roi Charles VIII, qui était le fils de Louis XI. Mais elle est devenue veuve. Cette andouille s'est en effet fait une congestion du cerveau en courant dans un couloir du château d'Amboise. Il voulait aller assister à une partie de jeu de paume et il s'est heurté la tête à un linteau de porte. Le choc a provoqué sans doute une hémorragie cérébrale. Il est mort. Mais Anne de Bretagne n'est pas demeurée veuve longtemps. Elle a épousé le successeur de Charles VIII, le roi Louis XII. Mais Anne de Bretagne, avec Charles VIII ou avec Louis XII, n'a pas eu de descendants mâles qui ont survécu. Du coup, la couronne, en 1515, a été transmise aux Valois-Angoulême, c'est-à-dire à François Ier. Le campus de la Chambre de commerce et d'industrie a été conçu dans un style délicat en comparaison de ce bâtiment qui aurait plu à François Ier. Je poursuis mon chemin dans la direction du Muséum d'histoire naturelle et puis de l'église Saint-Nicolas. En poursuivant jusqu'à l'angle de la rue des Jacobins, on trouve l'ancien couvent des Jacobins qui abrite le Muséum d'histoire naturelle. Le couvent des franciscains ou jacobins date du XIIIe siècle. Il y a aussi ici un musée d'art religieux. Si les droits de copyright sont intéressants, peut-être. Poursuivons dans la rue Anne de Bretagne. Le chevet de l'église Saint-Nicolas.
Nous avons rejoint au bout de la rue Anne de Bretagne la rue Jean-Eugène Robert Houdin. En réalité, cet homme s'appelait Jean-Eugène Robert et il a accolé le nom de sa femme Houdin à son propre nom. C'est une figure célèbre de Blois où il y a une maison de la magie en son honneur. Nous allons détailler à présent l'église Saint-Nicolas. L'entrée est de l'autre côté, bien entendu. Là, je jette un petit coup d'œil sur les arrières et le bâtiment qu'il flanque. Je remonte et j'emprunte la rue Robert Houdin. Ce brave homme, qui était horloger de formation, était un génie. Il a inventé des automates et toute une série d'inventions ancêtres de la domotique. Il se passionnait pour la magie, les illusions, et il organisait des soirées privées pour le roi Louis-Philippe Ier et la reine Victoria. La rue Saint-Lomère va nous permettre d'accéder à l'église. Nous sommes en contrebas du château de Blois, qui est un des chefs-d'œuvre parmi les châteaux de la Loire. Nous allons grimper les degrés Saint-Lomère après avoir jeté un petit coup d'œil à l'église, cependant. Cette église est particulièrement longue. Les vitraux sont tout modernes, semble-t-il. Allons voir, et je vais vous faire un petit discours. Elle est en fait en rénovation, comme l'église de Tournai en Belgique. Par malchance, je ne pourrais donc pas la filmer dans son ampleur. Fort heureusement, l'église Saint-Nicolas des XIIe et XIIIe siècles est surtout intéressante par son chœur qui est pourvu d'un beau déambulatoire, que je vais m'empresser d'aller voir d'ailleurs. Les croisillons ne sont pas très amples, ils sont hauts, mais ils ne sont pas très larges. Des grotesques ont été sculptés à ce niveau. On remarque d'intéressants chapiteaux au niveau des piliers du chœur. Ces vitraux résolument modernes indiquent que probablement l'église a été atteinte par des bombardements. Ceux-ci sont dans un style qui rappelle beaucoup Max Ingrand. Le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure et qui flanque l'église était un couvent bénédictin. La chapelle axiale.
drôle de cabriole. On voit la différence de propreté entre le côté nef et le côté bas-côté. On croirait le sang de Georges Pompidou. La visite du bas-côté n'offre rien de précis. Sortons. Il serait malvenu de ne pas faire l'effort d'aller voir la façade. La façade de l'église Saint-Nicolas est de grande ampleur. L'archivolte est garnie de nombreuses petites statues. La rose a une belle élégance, bien qu'elle soit simple. Jolie galerie, à colonnettes. Jolie maison face à la façade de l'église Saint-Nicolas. Revenons à présent vers les escaliers de tout à l'heure. Les contreforts sont solides. Les degrés Saint-Lomère sont sur la gauche. Le château. Léonard de Vinci n'avait pas inventé les escaliers mécaniques apparemment. Cela aurait eu un succès fou du temps de François Ier. Imaginez ces belles dames en costume, sans qui la cour de France aurait été comparable à un jardin sans fleurs, selon le mot de François Ier. Imaginez-les sur un tapis mécanique. Nous arrivons à l'angle de la rue des Trois Marchands et de la rue des Fossés du Château. Mais c'est à droite que je tourne, rue Saint-Lubin. La rue Robert-Houdin de tout à l'heure. Le quartier que je parcours est le quartier des Arts. Vous voyez que je ne l'ai pas inventé. Au bout de la rue Saint-Lubin, j'aboutis à une petite place comportant de nouveaux escaliers. Sur cette place, j'aperçois le nom d'un restaurant, le Triboulet. Triboulet, c'était le nom du fou du roi François Ier. Je devrais peut-être louer les services d'un fou pour m'amuser dans ma vie. Mais bon, je ne déprime pas, donc ça va. La maison de la magie prouve la réputation que Robert Houdin a eue avec ses tours de passe-passe. Quand je dis tours de passe-passe, il les avait en fait élevés au niveau d'un art.
Un quartier qui a décidément du charme. Et voici une salamandre qui nous fait tout de suite penser au roi François Ier. Le château de Blois, où j'arrive, est une merveille, bien que du point de vue architectural, ce soit très composite. Regardez ces lucarnes admirables, avec leurs fleurs de lys. À droite, nous arrivons sur une place d'ampleur. L'admirable façade du château nous apparaît peu à peu, avec la statue équestre de Louis XII que nous allons mieux voir. Une ancienne et modeste demeure ancienne, l'hôtel d'Épernon, un mignon du roi Henri III. Avant de détailler un peu le château, mes regards sont attirés par cette belle terrasse. Allons voir. Depuis le jardin, belle vue sur la cathédrale Saint-Louis. Des drapeaux fleur-de-lysée. En revanche, à part les flèches de l'église Saint-Nicolas, il n'y a pas de vue véritablement intéressante. Peut-être un peu plus loin, allons voir. En contrebas, la place Louis XII. On arrive au niveau de la maison de la magie. Regardez ça. Le château à l'ouest, la maison de la magie à l'est. Au sud, les forêts de Sologne. Le petit édifice gothique que nous avions vu sur la place Louis XII était tout simplement une réplique de la fontaine Louis XII, l'original étant trop abîmé. Voici une statue du fameux Robert Houdin. À la demande de son père, qui était lui-même horloger, il avait commencé des études de lettres, curieusement. Mais ensuite, il fit des études d'horloger comme son père parce que ça le passionnait. La visite de cette maison de la magie doit être vraiment intéressante.
Belle petite maison vieille France, juste à côté de la maison de la magie. Allons voir le château d'un peu plus près. Au risque de décevoir peut-être, je ne vais pas visiter le château en détail, car ceci est une randonnée. Disons toutefois quelques mots sur ce château si composite, et si c'est possible, nous rentrerons dans la cour intérieure. Je ne sais pas si on le peut librement. Sur le château flotte l'ombre d'un certain nombre de rois, dont Louis XII, que vous voyez à cheval ici. Il avait épousé la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne. Cela résidait à Amboise. Louis XII a décidé, lui, de s'installer à Blois. À la mort de Louis XII en 1515, François Ier a habité à la fois Blois et Amboise. C'est dans ce château qu'a été assassiné le duc de Guise sur ordre du roi Henri III par sa garde personnelle, les 45. Les 45 qui constituent d'ailleurs un titre de roman d'Alexandre Dumas, en fait le troisième titre de sa trilogie La Reine Margot, la Dame de Montsoreau, les 45. Le père du peuple, un peu oublié, Louis XII, devait être populaire. Certains personnages en façade sont très licencieux. On ne peut pas rentrer librement dans la cour du château et c'est fort dommage. Mais c'est promis, un jour je reviendrai. On aperçoit cependant cet admirable escalier qui fait le clou du château. Les balustrades de l'escalier sont merveilleuses. Dernier regard vers cette sympathique place du château. Descendons. On s'engage dans la rue de la voûte du château. C'est ici la place Victor Hugo. Le château y déploie une impressionnante façade. Nous allons mieux l'apprécier avec le recul.
Quand je parle d'église Saint-Vincent, il faut entendre église Saint-Vincent-de-Paul. Traversons, rapprochons-nous du jardin. Le jardin porte le nom d'un historien célèbre du XIXe siècle, Augustin Thierry. Cet historien s'est quelque peu fourvoyé au XIXe siècle. Il a publié un ouvrage, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, qui est en fait inexploitable parce qu'il avait utilisé des documents qui étaient des faux. Pour en revenir au château de Blois, la reine Marie de Médicis, qui était la mère de Louis XIII, fut exilée ici et elle s'en évada. Le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, qui conspira contre lui, y fut également exilé. Je jette un petit coup d'œil dans l'église Saint-Vincent-de-Paul. Par un escalier, on peut accéder au jardin des Simples et des Fleurs royales. On aura vue sur le pavillon Anne de Bretagne. Du haut des marches que je viens de grimper, on a une belle vue sur la façade des loges François Ier, qui est flanquée par le pavillon Gaston d'Orléans. On voit bien que ce n'est pas le même style. En haut des escaliers, le restaurant est abrité dans une dépendance du pavillon Anne de Bretagne. Le pavillon étant un peu plus haut, nous allons faire quelques pas pour l'aller voir. Voilà donc l'église Saint-Vincent-de-Paul. Donc dirigeons-nous de ce côté. Voici un peu plus haut dans l'avenue le pavillon Anne de Bretagne. Il date du XVIe siècle et abrite la maison des artisans d'art du Loir-et-Cher. Nous allons poursuivre cette intéressante découverte de Blois. Avec en particulier la cathédrale qui nous attend. Sur la droite, on peut accéder au fameux jardin des Simples et des Fleurs royales. En effet, Louis XII et Anne de Bretagne, lorsqu'ils s'étaient établis à Blois,
avait constitué des jardins royaux qui ont ensuite été détruits, sauf cet endroit. Juin. Il y a un beau belvédère. Superbe vue sur l'église Saint-Vincent-de-Paul. Sur les jardins Augustin-Thierry. Et sur la façade des loges du château de Blois. J'ai vu plein de salamandres. Étonnez-vous que François Ier ait commandé cette aile. Mais ce n'est pas le tout, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a que 60 minutes dans une heure et ça tourne vite. Poursuivons. Redescendons. Ces ferronneries semblent très art nouveau. François Ier aurait-il apprécié? C'est possible. N'était-il pas amateur de la belle ferronnière? À coup sûr, le roi chevalier devait être content de son domaine. Vous allez vous dire, mais il ne nous lâche pas avec l'aile François Ier. Mais en même temps, c'est normal, j'habite Le Havre, et cette ville a été fondée par François Ier. Un buste du fameux historien Augustin Thierry, qui donne son nom au jardin. Empruntons la rue Porte-Côté. On se croirait presque dans un quartier de Paris. Tournons à gauche rue Porte-Chartraine. La rue Porte-Chartraine est en pente douce. Rue du Lion Ferré. Je tourne à droite, rue Saint-Honoré. Au numéro 8, nous arrivons au niveau d'un très bel édifice qui ne se visite pas, c'est l'hôtel d'Alluy.
Cet hôtel a été construit en 1508 pour Florimond Robertet. L'homme avait été trésorier de 3 rois successifs, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Et en matière de budget, à cette époque, on ne s'encombrait pas de lois votées à l'Assemblée nationale. C'était le bon plaisir du roi. Florimond Robertet avait accompagné le roi Charles VIII en Italie durant les guerres d'Italie et il avait pris goût à l'architecture locale. Rue Saint-Honoré donc. Par malchance, la porte est fermée et l'on ne peut pas voir la cour avec de belles galeries italiennes. Consolons-nous en continuant rue Saint-Honoré. Les grands escaliers Saint-Honoré, mais je ne les emprunte pas, je monte quand même, mais de ce côté. Vous voyez, même les bouches d'aération pourraient être classées au monument historique. Et voici une statue en bronze qui est celle de Denis Papin. Et les escaliers que vous voyez portent son nom. Nous sommes dans le prolongement du pont Jacques-Gabriel du début du film. Nous voici en vue de la cathédrale Saint-Louis, dont les proportions nous ont impressionnés de l'autre côté de la Loire. Nous n'allons pas la voir tout de suite. Tournons rue Renoir. Nous nous dirigeons vers la place de la République. Voici la rue Renoir que j'ai grimpée. La place Guéry. Allons place de la République et vers la halle aux grains. Un beau bâtiment se dresse là-bas dans son style néo-antique, vraisemblablement le palais de justice. À côté du palais de justice, au nord de la place de la République, le conseil départemental du Loir-et-Cher. La place de la République est occupée en partie par le square du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945. En face, on peut voir la halle aux grains. Un beau monument du XIXe siècle. Contournons la halle aux grains par la droite. La place de la République est un espace sans grand charme. Sauf donc cette halle aux grains. Ici sont indiqués quelques noms des villages intéressants des alentours. Montrichard, Saint-Aignan où se trouve le zoo-parc de Beauval.
Je poursuis de ce côté. Au bout de ce passage, nous avons ici les 2 tours de l'ancien réservoir d'eau de la ville. Nous sommes arrivés boulevard Eugène Riffaut et nous allons le prendre sur la droite. Il y a ici un tas de pavillons charmants. Cet endroit est la place Tiananmen. Pas la même que celle de Pékin, mais cette évocation ira certainement droit au cœur de Xi Jinping, à coup sûr. Ça, c'est le boulevard vers la gauche. Et moi, je vais par là. Rue du Prêche à droite, où les coquelicots poussent à même les trottoirs. Nous arrivons en face au beau jardin de l'évêché. Et vous aurez noté que ces jardins-terrasses de l'évêché sont classés jardins remarquables. De plus, s'ils ferment à la tombée de la nuit, en juin, je ne suis pas pressé. Évidemment, les bancs sont très prisés. C'est de la statue de Jeanne d'Arc, là-bas, que l'on a la meilleure vue. 5 calocèdres poussent ici. Les bâtiments de l'évêché abritent désormais l'hôtel de ville de Blois. Voici donc l'endroit d'où l'on a la meilleure vue. Ici aussi, il y a un jardin d'essence. Mais, chose très appréciable, il y a aussi une roseraie. Après avoir descendu un escalier, j'arrive au niveau de la roseraie. Demandez à Roméo et Juliette, à Tristan et Iseult, et tant d'autres. À ce jour, la plus belle roseraie que j'ai vue est celle de Grand-Quevilly, près de Rouen. Mais je n'ai pas encore vu lait et les roses.
non plus que le parc de Bagatelle à Paris. Par son cadre, celle-ci tient bien son rang. Pas mal, je ne regrette pas d'être descendu. Là, ce ne sont pas des roses. Le pont Jacques-Gabriel, c'était le père de celui qui a fait la place de la Concorde. Eh bien, je trouve cette roseraie très sympa. De plus, elle nous aura montré l'évêché hôtel de ville en contrebas. Ça ressemble à des phlox. Je ferai bien une petite pause piscine, il fait une chaleur assez vive. Si vous voulez mon avis, Blois possède quelques atouts pour nous séduire. Il y a un jardin de valériane juste à côté de la roseraie. Le jardin de valériane communique avec une ouverture qui se situe en contrebas de la cathédrale. Montons pour aller sur le parvis de la cathédrale. J'entends de la musique dans la cathédrale. Le pourtour Saint-Louis est plein de charme. Rue Les Grands Degrés de Saint-Louis. En haut des Grands Degrés. Il s'agit ici, à proximité de la cathédrale Saint-Louis, de l'hôtel de Villebrème. Chose promise, chose due, allons voir la cathédrale Saint-Louis. Le nom de cathédrale Saint-Louis est lié aux libéralités de Louis XIV.
qui a donné de l'argent donc pour embellir cette cathédrale. Il faut cependant savoir qu'il y eut un édifice carolingien préalablement plusieurs fois remanié, puis la collégiale Saint-Solène au XIIe siècle. Saint Solène avait assisté Saint Rémy lors du baptême de Clovis au VIe siècle. À sa mort, son corps fut déposé ici et il y eut, dit-on, des miracles. Aussi, un grand pèlerinage eut lieu sur la tombe de Saint Solène. Au XVIIe siècle, un ouragan dévastateur détruit l'édifice et Colbert, dont la femme est blésoise, décide la construction d'une nouvelle cathédrale, avec l'aide donc de Louis XIV. Chapelle du bas-côté gauche. Chapelle du bas-côté droit. Le côté sud est pourvu de vitraux très dépouillés. Beaux vitraux au XIXe siècle dans le chœur. Les bas-côtés sont de grande ampleur. Saint-Louis. C'est fermé aujourd'hui. Sur la place du Parvis, il y a une curiosité. Il s'agit de la maison des acrobates à double encorbellement. La maison des acrobates date du XVe siècle. On remarque toutes ces consoles sculptées de différents personnages, acrobates, jongleurs, etc. Redescendons par la rue Pierre de Blois. L'hôtel de Villebrème que nous revoyons est également appelé la maison Denis Papin, improprement d'ailleurs. Reprenons le chemin inverse de tout à l'heure.
Descendons la rue des Papes-Gaux. Papes-Gaux rappelle Pappagallo, qui veut dire en italien perroquet. L'hôtel Bello est en contrebas de la cathédrale. Hôtel Filippo. La rue des Juifs, malheureusement avec des échafaudages. Non, la rue des Juifs est là. C'était bien les Grands Degrés Saint-Louis. Rue du Poids du Roi. Là-bas, en contrebas de la statue de Denis Papin. C'est la fin de notre circuit. Retour au pont. Je vais réintégrer mon véhicule. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon, sans doute incomplet de Blois, mais en tout cas suffisant pour donner envie d'y venir. À l'est, basilique Notre-Dame de la Trinité, avec un campanile de 60 mètres. L'édifice a été réalisé par Paul Rouvière de 1937 à 1949.